Je remercie chaleureusement les organisateurs du colloque de m'avoir invité, mais je crains fort de décevoir durablement Jean-Luc Fournet et Antonio Ciadetto et de ne pas contribuer utilement aux réflexions au cœur de la rencontre d'aujourd'hui. Le diplomatiste que je suis, médiéviste qui plus est et occidentaliste, n'a a priori rien à dire dans une telle rencontre où il est question de catégories documentaires et littéraires dans la sphère papyrologique. La discipline qui est la sienne, moi-même, n'est en effet aucunement liée à la nature d'un support, le papyrus, mais à la nature d'un écrit. Malgré tout, j'ai essayé de me plier au jeu en portant successivement l'attention sur trois aspects en rapport avec l'argumentaire proposé par les organisateurs du colloque, un regard sur la discipline, quelques observations sur les terrains de rencontre du documentaire et du littéraire, enfin, peut-être d'autres marges de la discipline. Mon propos vous paraîtra général et superficiel, je ne savais pas trop ce qu'on attendait de moi. J'ai tenté d'illustrer ces généralités de quelques exemples et images qui, pour la plupart, relèvent du haut Moyen-Âge et ne dépassent pas le XIIe siècle. Alors, on m'a dit que... Hop, voilà, c'est ça, le plan. Première partie... Je partirai donc sur la discipline, documentaire versus littéraire, une distinction a priori sans objet en diplomatique, et je commencerai par regarder un petit peu cette discipline et dans ses rapports avec le support. Je partirai d'un ouvrage de référence beaucoup plus récent que Mabillon et son ouvrage fondamental, le De Re Diplomatica de 1681, un ouvrage fort suggestif et même bien utile, à savoir le vocabulaire international de diplomatique, publié en 1994 sous les auspices de la Commission internationale de diplomatique. On y lit les définitions suivantes. La diplomatique est la science qui étudie la tradition, la forme et l'élaboration des actes écrits, et l'article continue ensuite, son objet est d'en faire la critique, de juger de leur sincérité, d'apprécier la qualité de leurs textes, de dégager des formules, tous les éléments, de dégager des formules, tous les éléments du contenu susceptibles d'être utilisés par l'historien, de les dater, enfin de les éditer. Le texte a certes bien vieilli en ses présupposés, et pourtant il ne date que de 1994. Distinction entre la tâche ancillaire, en quelque sorte, du diplomatiste et la tâche noble de l'historien. L'idée aussi d'une gangue formulaire, d'où le diplomatiste sortirait les données utiles à l'historien. Cela dit, l'article a aussi la vertu de la clarté. Le paragraphe 3, l'article 3 du vocabulaire, continue ses définitions, son exercice de définition, et il procède donc à la définition de l'acte écrit. Un acte écrit est un écrit où se trouve consigné soit l'accomplissement d'un acte juridique, soit l'existence d'un fait juridique, soit encore éventuellement un fait quelconque dès lors que l'écrit est rédigé dans une certaine forme propre à lui donner validité. Trois termes sont ici à retenir, je n'en ferai pas l'exégèse, le lien avec le droit, le souci d'un cadre formel qui concourt à faire de l'écrit un outil doté d'une force exécutoire et qui le rend apte à faire foi. Mais les choses sont-elles si simples? Non, pas vraiment. Car si la diplomatique étudie les actes écrits en vertu de l'article 1, précisé par l'article 3, voilà que l'article 2 étend le champ de la diplomatique au-delà des actes écrits. Les sources diplomatiques sont formées d'une part des actes écrits, ça on l'a vu, mais de l'autre, des documents résultant des actions juridiques et des activités administratives et financières de toute personne physique ou morale. Enfin, des lettres expédiées ex officio et dont la forme, on revient sur cette notion, est soumise à certaines règles. À première lecture, il y aurait donc des sources diplomatiques, paragraphe 2, qui pourtant, parce qu'elles ne sont pas des actes écrits, échapperaient au regard de la diplomatique. Paragraphe 1. En fait, on peut tenter de concilier ces déclarations et leurs légères contradictions. L'article 1 propose une définition restreinte des actes écrits, sans toutefois exclure explicitement autre chose que ces actes,
Tandis que l'article 2, lui, élargit délibérément le champ de la diplomatique à des sources diplomatiques, qui ne sont pas autre chose que l'écrit documentaire, l'écrit que secrète, comme on disait dans les années 70, que secrète l'activité d'une personne ou d'une instance, bref, ce que nous appelons ici aussi les documents d'archives. Derrière les tâtonnements de la Commission internationale de diplomatique, on croit percevoir des différences de sensibilité entre des diplomatistes de stricte obédience, adeptes en quelque sorte de l'Urkundenforschung, et d'autres qui, de proche en proche, ont ouvert les portes de la recherche aux documents de gestion, d'administration, etc. Comme je l'ai dit, le vocabulaire international de diplomatique est le fruit d'un travail collectif d'une commission. Et mon maître Robert-Henri Bautier, qui avait présidé cette commission, m'avait dit, sans toutefois entrer dans les détails, que les discussions avaient parfois été rudes dans les séances pour certaines définitions. Je soupçonne que la légère contradiction qui apparaît, disons, est l'un de ces exemples. Le vocabulaire international de diplomatique assimile donc les sources diplomatiques aux documents d'archives. Cette conception procède du fait qu'il n'y a pas eu de réelle rupture dans le continuum archivistique des diplomatistes et que la diplomatique, dès l'Ancien Régime, a eu partie liée avec ce qu'on a appelé parfois, au XVIIIe siècle notamment, la diplomatique pratique. En somme, l'art de classer et d'inventorier les documents. D'une certaine manière, le principe assez pragmatique de la provenance d'un document, me semble-t-il, a toujours joué un rôle dans l'imaginaire des savants, à côté de la nature intrinsèque des documents. C'est pourquoi le caractère hétéroclite de la documentation diplomatique ne provoque pas nécessairement un malaise classificatoire de la part des spécialistes de la matière. La diplomatique essaie de ne pas oublier qu'elle est une science de l'homme en activité et donc qu'elle est une science impure. Un dernier point. De plus en plus de spécialistes de l'écrit rattachent à la diplomatique la nébuleuse de l'écriture du quotidien, et Judith a parlé des écritures ordinaires, faisant hommage finalement à Paul Bertrand. Entendons, avec disons, ces termes un peu flous et un peu vagues, l'écriture de la gestion de sa vie ou de ses activités au jour le jour. Je me permets cependant une remarque incidente. Il faut faire attention aux connotations qu'emporte l'idée de quotidien. Le clivage pérenne quotidien que j'ai entendu hier n'a pas beaucoup de sens pour le diplomatiste, même de stricte obédience, car les autorités médiévales émettaient des actes à valeur transitoire et des actes à valeur perpétuelle. La pérennité n'est pas l'apanage du littéraire, ni le transitoire, celui du documentaire. Voyons voir maintenant une autre question. La catégorie écrit documentaire est-elle artificielle ? Chez les diplomatistes se pose cette question que j'ai entendue plusieurs fois hier. Savoir si les contemporains de la période qui me préoccupe distinguaient typologiquement entre tel ou tel écrit. Autrement dit, ne plaquerait-on pas, nous, sur nos prédécesseurs, des catégories qu'ils n'avaient pas à l'esprit ? Ce genre de question se pose à propos de maintes notions que nous pratiquons, nous autres diplomatistes, notamment la notion d'original, la notion d'acte probatoire, dispositif, etc. On revient parfois sur ces notions, mais je crois qu'il faut se méfier. Le XVIIe siècle n'a pas inventé forcément un vocabulaire à partir de rien. Il entre dans une continuité de pratiques qui remonte à l'époque que nous étudions. Donc je ne pense pas que nous soyons dans l'artificiel. Les indices ne manquent pas qui montrent que l'acte écrit était bien perçu, dans la diversité de ses formes, comme un type d'écrit régi par des contraintes propres, ayant, disons, sa finalité, faire foi, susciter la confiance, etc. Quelques petits indices. Les chroniqueurs qui insèrent des actes en ayant conscience de la rupture du discours qu'opère l'insertion d'un exemplaire, ces chroniqueurs, finalement, indiquent souvent qu'il y a une rupture dans leur narration. On le voit dès Grégoire de Tours et son Histoire des Francs, donc au VIe siècle. On le voit chez Éginard et sa vie de Charlemagne, et chez quantité de chroniqueurs ou d'auteurs de Gesta Abbatum ou de Gesta Episcoporum à partir du IXe siècle.
L'historien de l'église de Reims, le chanoine Flodoard, qui vivait au Xe siècle, a manipulé des centaines de lettres et aussi des chartes prélevées dans l'archivum de son église, et il a une conscience nette, quand il fait les regestes de ces lettres et de ces actes, de la distinction entre ces documents et les textes divers qu'il emploie, notamment les textes hagiographiques. Autre indice aussi, s'agissant de la conservation, des lieux de conservation des écrits, ce que Jean-Luc hier a évoqué et que d'autres encore ont évoqué. Certes, bien des sources du Haut Moyen-Âge révèlent que des archives étaient souvent conservées aux côtés de livres et d'objets liturgiques. Un même souci de protéger ce qui avait de la valeur et du prix pouvait dicter la concentration de ces richesses dans un même lieu, une même salle, souvent d'ailleurs dans un lieu protégé du vol et de l'incendie. Mais cela ne signifie nullement une confusion des espèces conservées. D'ailleurs, à l'abbaye de Fontenelle, c'est-à-dire Saint-Vendry, dans le diocèse de Rouen, l'abbé Hans Egis, 822-833, fit construire au milieu du portique, in medio porticus, situé devant le dortoir, un bâtiment pour les chartes, la Domus Cartarum, distincte de la Domus Librorum. S'agissant maintenant des individus responsables de l'écrit, des écritures, la confusion des fonctions règne bien. Dans un monastère, un même individu, chantre, armarius, pourra revêtir la charge de bibliothécaire, entre guillemets, et d'archiviste, et souvent aussi exercer d'autres talents, celui de scholasticus, de chantre. Mais on connaît aussi l'exemple inverse, formellement attesté à Bobbio en 835, où le custos du trésor est distingué du custos des livres et de celui des chartes. Encore, custos cartarum. Le domaine de l'écrit peut aussi être le lieu d'un condominium entre plusieurs titulaires d'office. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, à Bobbio. Sans doute, cet entremêlement des responsabilités dans le domaine des activités du scriptorium a-t-il des incidences sur la production et la transmission des textes? On va aborder ce point par la suite. Mais cela n'implique pas une confusion typologique entre les différents écrits. Alors je laisse de côté d'autres indices, et notamment la question de l'écriture de chancellerie versus l'écriture livresque. Je laisse ce soin peut-être à mon collègue Mark Smith s'il souhaite en parler éventuellement. Conclusion pour cette partie, la diplomatique n'est pas une construction intellectuelle hors sol, mais bien articulée à des catégories médiévales, ce qui ne veut pas dire que ces distinctions étaient communément partagées, et partagé par l'ensemble des acteurs sociaux, si j'ose dire, de la literacy. Et d'autre part, cela ne veut pas dire non plus que les lignes de partage entre les types d'écrits n'aient pas évolué en fonction des conditions de production de l'écrit. Deuxième partie, approche, disons, du littéraire en diplomatique. 3 approches. J'envisagerai d'abord, j'ai envisagé trois approches correspondant finalement aux 3 piliers de l'examen critique idéal du point de vue diplomatique, tel que l'enseigne le vocabulaire de la diplomatique, la tradition des actes, donc leur transmission, la genèse des actes, et puis la forme des actes. Bon, par commodité, je prendrai des exemples dans ces trois aspects. Alors, la transmission des actes, c'est une transmission qui peut parfois nous aider à montrer quels sont les rapports entre le documentaire et le littéraire. Je vous rappelle que les voies de la tradition documentaire sont multiples et que les diplomatistes distinguent entre la voie directe, celle de l'original, et la multiplicité des voies indirectes, les copies, les mentions, les extraits, etc. L'original, qui est, entre guillemets, primitif et parfait, comme le disent les diplomatistes juristes, notamment au XXe siècle, c'est varié naturellement. Ils sont sur des feuilles écrites de parchemin, écrites
au recto. Je connais cependant, alors je vous ai donné quelque chose, en hommage à la papyrologie, je vous ai mis ici quelques papyrus mérovingiens. Alors vous en voyez des bien compliqués, puisqu'en fait il y a 2 actes à gauche et à droite, et il s'agit tout simplement d'une association qui est l'objet, enfin qui est le fait d'un faussaire du milieu du XIe siècle, qui afin d'avoir un support sur papyrus pour inscrire un faux qui se trouve au verso, naturellement, a associé 2 documents vrais, ce qui nous a permis de les conserver. Et naturellement, il fallait cacher aussi ce côté, et donc il a plaqué soit des papyrus recto contre recto, soit des parchemins, pour faire croire que, au cours des temps, ils avaient, les moines avaient eu souci de préserver leurs documents, donc ils les avaient restaurés. Et pour cette raison, nous avons des papyrus qui sont contrecollés à d'autres papyrus, à d'autres parchemins associés, qui ont été retaillés, qui sont à l'état, disons, parfois de lambeaux, d'épaves. Vous en voyez un autre ici, et vous voyez d'ailleurs là les différences de couleurs qui indiquent les plagoulae différentes et aussi les actes différents. Je me suis permis quand même de vous donner un parchemin mérovingien, effectivement, un très beau précepte de Thierry III, et un précepte qui, comme le veut la diplomatique mérovingienne, est souscrit de manière autographe par le roi, qui est un roi d'ailleurs qui barde sa souscription, c'est un fait particulier de ce roi, de beaucoup de croix et de signes de dévotion, ce que ne font pas nécessairement ses prédécesseurs ou ses successeurs. Et vous voyez aussi la qualité de l'écriture de sa souscription qui est autographe. Il y a à côté de cela là des signes de recognition, et vous voyez le petit trou correspondant au sceau qui était, disons, apposé sur le parchemin et peut-être bien aussi sur les papyrus, mais c'est une autre question. Ici, je vous donne, disons, un très bel acte de Clotilde, qui n'a rien à voir avec l'épouse de Clovis, naturellement, puisqu'elle est du VIIe siècle, et la dame Clotilde, qui a fondé le monastère de Bruyères-le-Châtel, et qui disons, son acte est le premier acte privé sur parchemin qui soit conservé. Vous voyez d'ailleurs les souscriptions multiples qui posent parfois de gros problèmes, naturellement, de lecture et d'identification, ce qui est effectivement une difficulté souvent insurmontable. Je reste là pour l'instant. Mais vous verrez bientôt l'image suivante, car les actes originaux ne sont peut-être pas toujours, effectivement, sur feuille de parchemin. Du moins, je connais un document qui est un diplôme anglo-saxon du roi Edgar, qui passe pour être un original et qui est sous forme de codex. Alors, ici, quelques-unes des premières pages, c'est un codex de 43 folios, et l'écriture est très vaste, et le roi Edgar, disons, était assez prolixe, et son préambule est un préambule extrêmement ouvragé, et l'écriture est grosse. Et voilà la fin de l'acte. Et en plus, l'incertitude des diplomatistes sur le statut même de ce document provient du fait qu'il n'y a pas d'élément d'autographie en diplomatique anglo-saxonne à ce moment-là. Et par conséquent, il est difficile de savoir si nous sommes en présence d'un original primitif et parfait ou bien d'un exemplaire de prestige qui aurait été confectionné par les moines du Newminster de Winchester pour, disons, être placé sur l'autel majeur de l'abbaye. Je ne rentre pas là-dedans, ça fait très plaisir aux historiens de l'art de se dire que c'est l'original. Je pense, pour ma part, qu'il y a une dose d'incertitude, mais enfin, tout ça pour vous montrer qu'il peut y avoir une contamination formelle, disons, entre les actes originaux, au sein des actes originaux, entre la forme habituelle sur feuille et la forme codex. En amont, en amont de l'original, on trouve naturellement les documents de travail, brouillons, minutes, que l'on conserve parfois, et qu'il est parfois difficile de distinguer des copies. Nous l'avons évoqué ce point d'ailleurs hier. Il arrive que des copies, on ne sache pas trop si ce sont des copies
réel, c'est-à-dire en aval de l'original de l'acte, ou bien s'il s'agit d'une première mouture ou d'une mouture, d'une version qui aura été ensuite mise au net, disons, pour devenir l'original. Les éléments de la diplomatique privée du Haut Moyen-Âge ne permettent pas toujours, je pense notamment à l'autographie, ne permettent pas toujours de statuer sur le statut du document que nous avons devant nous. En aval donc du document, nous avons les copies. Alors, les copies isolées, j'avais évoqué hier le cas de Saint-Gall, du nombre de copies isolées importantes. On ne sait pas s'il s'agit de copies qui peuvent être des exercices, ou bien s'il s'agit plutôt de copies d'usage qui servent que l'on a préparées pour servir, disons, devant une assemblée ou devant une autorité, soit qu'on cherche à faire confirmer le document, soit qu'on cherche, disons, à défendre des droits à l'aide de ce document. Nous avons des indices pouvant montrer que nous avons tous les cas de figure. La plupart des copies sont cependant transmises en recueil, des codices ou des rotuli, auxquels on s'intéresse de plus en plus, et notamment il y a une ANR, comme on dit, qui s'occupe spécialement des rotuli médiévaux actuellement, des rotuli documentaires. Des recueils qui sont spécialement dédiés à ces actes diplomatiques. Alors, ça peut être des recueils de formules, les formulaires du Haut Moyen-Âge, qui existent, on connaît le formulaire de Marculf à la fin du 7e siècle, naturellement, ou bien des recueils de chartes qu'on appelle communément des cartulaires, recueils composés par les récepteurs. Alors, je me suis permis tout de même d'évoquer 2 cartulaires, de montrer 2 images. Le cartulaire dit de Coire, un fragment de cartulaire qui a été retrouvé au XIXe siècle, mais qui n'a vraiment été identifié dans l'intérêt qu'il présente que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait du plus ancien fragment de cartulaire que l'on conserve et qui date des années 800. Et puis, pour vous faire plaisir, tout de même, le cartulaire des sessions de l'église de Ravenne, qui est un cartulaire sur papyrus conservé à Munich. Et j'ai appris hier soir que ce cartulaire n'avait pas fait l'objet encore d'une véritable étude de sa matérialité, effectivement, ou du moins depuis son édition critique de l'année 1985. Il y a, disons, encore beaucoup à faire sur ce document. C'est extrêmement, disons, une exception, et pour ma part, je n'en connais pas d'autres que celui-ci. Les plus anciens cartulaires sont donc nés à l'aube du IXe siècle, et c'est surtout à partir de la seconde moitié du XIe siècle qu'on assiste à un progressif développement du genre. En fait, d'autres actes, les actes de la pratique, sont également connus par leur insertion dans des chroniques, les cartulaires chroniques, dit aussi cartulaires historiques, et puis ils sont aussi, et c'est particulièrement important pour notre propos, parfois transmis à l'intérieur de manuscrits d'études, de manuscrits liturgiques, de manuscrits qui ne sont pas dédiés à la forme diplomatique, comme le sont les cartulaires. Je prends ici plusieurs exemples. Ici, vous avez un recueil des miracles de saint Adalard de Corbie, de l'abbaye de Corbie. C'est un manuscrit, disons, un membrum dijectum, d'ailleurs, du début du XIIe siècle. Et vous avez à droite, disons, une lettre ex officio de l'abbaye de Corbie qui a été associée à ces miracula, transmis, mais il s'agit certainement ici, comme vous le voyez, c'est la même main, et je pense que c'est un manuscrit qui a copié, enfin, disons, un copiste a transcrit un autre manuscrit qui présentait cet ajout, un ajout qui s'explique par le fait que l'œuvre, les miracles de saint Adalard, comme cette lettre, était contemporaine. Donc il y a une proximité peut-être de Genèse que traduit ce codex de manière bien indirecte. Ici, un élément un peu plus récent, le XIIe siècle, vous voyez un commentaire de Florus de Lyon sur saint Paul, sur les 3 colonnes, et puis on a ajouté un texte sur la dernière colonne laissé vide, un acte d'Henri Libéral qui n'a absolument rien à voir avec, disons, le commentaire de Florus. En fait, il s'agit d'un manuscrit
qui appartenait à un prieuré de Saint-Claude, enfin Saint-Oyan, dans le Jura, et ce prieuré ne devait pas avoir de cartulaire, et il n'avait peut-être pas envie non plus d'entamer la production d'un tel recueil, ou peut-être pas les moyens, ou peut-être pas le nombre d'actes nécessaires. Et l'acte a été porté sur une page blanche, mais on ne voit pas de lien, disons, intellectuel entre les deux. Sinon, peut-être que c'est le même lecteur. Le lecteur ou le scribe, enfin, peut-être pas le scribe, puisqu'il y a un scribe du IXe siècle, mais un lecteur, disons, a trouvé judicieux, disons, d'employer cette page blanche. Pour notre propos, on peut donc dire qu'il y a des rencontres fortuites, disons, mais pas forcément fortuites, entre le domaine du littéraire et le domaine du documentaire. Après la transmission, voyons un petit peu la genèse. La question, naturellement, est un petit peu de savoir est-ce que les livres et les chartes sont réalisés par les mêmes, scribes. Dans un régime de littératie où l'écrit est relativement dense de contenu mais peu fréquent dans son usage formalisé, le scribe est rarement spécialisé. La question vient d'être évoquée, je suis désolé de la reprendre. Il n'est pas cantonné à un type de réalisation. C'est du moins le cas dans les monastères, disons, à partir du IXe siècle, et plus encore sans doute au Xe et XIe siècle. Disons qu'un même scribe peut s'occuper de chartes et de codices d'études. On a des exemples bien connus à Cluny, j'en connais à Corbie aussi à la même époque. Donc, au sein d'un scriptorium, il y a des scribes qui peuvent avoir une activité qu'on dirait de chancellerie. D'ailleurs, on connaît des individus que la carrière a amené à se faire analyste ou chroniqueur, donc à s'occuper de lettres, d'œuvres, et de les rédiger en même temps qu'ils ont rédigé des actes. C'est notamment le cas de Folquin, de moine à Saint-Bertin. Porosité des pratiques, donc, liée au fait que le régime de l'écrit est différent, que l'écrit est dense de contenu, mais qu'il est relativement rare dans certaines formes. Mais il y a aussi d'autres indications de rencontre entre livres et chartes, si j'ose dire, une sorte de contamination de l'écrit littéraire et de l'écrit diplomatique. Je prendrai deux très courts exemples. Fin XIe siècle, on soupçonne Lambert, chanoine de Saint-Omer, qui est un maniaque du compute et du décompte des années. Enfin, à chaque fois qu'il a un individu, il faut qu'il compte les années de règne, d'abbatiat, etc., de manière très précise. Bon, un maniaque. Donc, Lambert, chanoine de Saint-Omer, disons, on le soupçonne d'avoir rédigé des actes qui présentent curieusement et de manière exceptionnelle les mêmes travers. Donc, on a l'impression que c'est le même rédacteur. Et étant donné que c'était quelque chose de très exceptionnel à Saint-Omer, et que Lambert est également un personnage exceptionnel, qui n'a pas fait vraiment école, eh bien, on pense quand même que le personnage, le même personnage, a rédigé, disons, sa fameuse chronique de Saint-Omer, le Liber Floridus, et, disons, cette charte. Un autre cas, bien connu aussi, célèbre, c'est le chroniqueur ennuyé Gislebert de Mons, qui truffait sa chronique, un chroniqueur qui a truffé sa chronique de formules de chancellerie, et comme il était scribe, il a truffé ses actes de récits sur les événements. Donc lui, une contamination croisée, en quelque sorte, et donc ces chartes ont une apparence un petit peu de chronique, et ces chroniques sont un peu dans le style des chartes. Voilà, c'est une belle façon pour lui, effectivement, de mêler ses activités. Il y a, enfin, je connais un bel exemple de proximité génétique qui est confirmé par la proximité de la tradition documentaire. C'est une charte d'un prévôt de la collégiale de Saint-Omer de 1016, qui a été étudiée par Jean-Charles Bédague, et qui a une teneur tout à fait anodine, si j'ose dire, mais qui use d'un vocabulaire très surprenant. Un vocabulaire qu'on ne trouve pas dans les actes de la pratique à l'époque. Et en fait, cette charte se trouvait transcrite sur une des dernières pages d'un manuscrit de prestige de la collégiale Saint-Omer, un Codex Argenteus,
qui a été brûlé en 1871. Il se trouvait alors à Bourges, dans des mains privées. Ce manuscrit du XIe siècle contenait une série hagiographique en l'honneur de saint Omer. Curieusement, le vocabulaire excentrique de cette charte semble bien avoir été emprunté au Vitae. L'œuvre hagiographique a donc, on peut dire, inspiré le rédacteur de la charte. Ce rédacteur était-il aussi la géographe? On ne sait pas, c'est possible. En tout cas, la transmission de la charte dans le recueil hagiographique et les concordances lexicales vont dans le même sens, la rencontre de l'œuvre littéraire avec l'écrit documentaire. Il y a un troisième aspect qui est le littéraire dans les chartes. On en a parlé aussi beaucoup hier et aujourd'hui. En 2000, Michel Paris, professeur d'histoire médiévale à Paris 1, fit paraître dans la vénérable Revue des études latines un court article intitulé de manière peut-être un peu provocatrice « Le préambule d'une charte du XIe siècle ». Alors déjà, aller si loin dans le latin, ça devait être très difficile pour certains lecteurs de la Revue des études latines. Il continuait « Documents et textes littéraires ». Les derniers mots du titre de l'article, « Documents et textes littéraires », indiquaient le propos. Michel Paris voulait montrer, qu'une charte pouvait être considérée comme une œuvre, ou du moins un exercice de style, et le terme littéraire était à prendre dans le sens de la qualité d'écriture, ici. Il voulait montrer aussi qu'à ce titre, un rédacteur de charte était aussi un auteur dont la production méritait d'être soumise à une analyse d'ordre littéraire. Et à la même époque, Michel Zimmermann militait pour la même cause, à l'exemple des chartes catalanes des Xe, XIe siècles, particulièrement nombreuses. Il convenait donc, par conséquent, aux yeux de Michel Paris, de rechercher la formation de ce rédacteur, comment il avait acquis cette culture marquée par l'usage d'un lexique chantourné et de figures de rhétorique, prose rimée, ad nominatio, chiasme, etc., un peu en pagaille et assez bien tournée. La charte en question est pourtant un document original de 1018, un acte écrit par lequel l'évêque de Langres confirme la fondation d'un prieuré monastique. Cet acte est pourvu d'un préambule développé qui replace la fondation dans une histoire longue du salut. Et donc, là aussi, la teneur est un petit peu convenue, mais en même temps, la longueur et le développement en fait vraiment quelque chose de personnel. Et cet acte est donc un exemple remarquable d'une pratique qui se trouve aussi attestée un petit peu ailleurs. Pour autant, la qualité rédactionnelle et le propos n'enlèvent rien au statut documentaire de cette charte. Il n'est jamais question, donc c'est une charte, elle est d'ailleurs conservée et mise dans les bases de données des chartes, c'est une charte, voilà tout. Il y a quand même parfois des choses troublantes. Alors, le document que vous voyez ici est ce que l'on appelle la pancarte de l'Archant. Pancarte, disons, c'est le terme consacré, mais je n'entre pas dans ce détail ici. La vie de Saint-Mathurin de l'Archant constitue la première partie de ce document d'archives de grande dimension, 700 mm sur 500 environ, conservé aux archives nationales, conservé d'ailleurs dans les archives de l'Archant, disons avant d'entrer aux archives nationales, et la seconde partie constitue une liste de donations. Son auteur, c'est un prêtre répondant au doux nom de Dodo, médiocre latiniste, qui entend dresser un document mémoriel, un support à la louange de saint tutélaire de son a priori, qu'il veut, disons, dont il veut faire promouvoir, disons, le culte et des reliques, notamment, et le pèlerinage. Et c'est un monument aussi dressé à la mémoria des donateurs. L'ensemble de l'acte, mais plus spécialement la seconde partie, est d'ailleurs qualifié de libellum dotis, disons, ce qui correspond un petit peu au vocabulaire, disons, attitré, l'Église étant assimilée naturellement à l'épouse. La pérennité du document est inscrite dans l'acte. Dodon s'adresse d'ailleurs à ses successeurs. Alors, est-ce un acte ? Ce n'est pas vraiment un acte
au sens où il lui manque des éléments, notamment de validation. Il était conservé dans les archives, mais peut-être pas au début. Peut-être était-il près des reliques du saint, peut-être près de la chasse. Ni souscrit, ni évidemment scellé pour un acte privé, ni peut-être terminé, c'est en fait un document qui est tient à la fois de la vie de saint et donc d'une œuvre géographique, du moins on pourrait le considérer comme cela. C'est un document de gestion parce qu'on y inscrit des listes de donateurs, c'est un document mémoriel et c'est un document, effectivement, qui a été considéré par la suite comme un document d'archives à valeur d'un acte. J'ai oublié de dire que le prieuré de l'Archamp était une propriété au XIe siècle de l'Église de Paris, et par conséquent, c'est à Paris que ce document a migré, et il est possible que le prêtre Dodon ait constitué ce document peut-être pour préserver l'intégrité du patrimoine de son Église. Troisième aspect, maintenant, je dirais, aux lisières du genre documentaire, aux marges, disons, aux marges de notre genre diplomatique, je voudrais dire. La rencontre, alors premièrement, l'épistolaire. La rencontre entre le monde des actes et le monde des lettres, alors là, on en a beaucoup parlé aussi, entre le diplomatique et l'épistolaire, est à la fois naturelle et, je cite, non courue d'avance, car je reprends ici les mots d'Hélène Cyr-Antoine, introduisant à l'ouvrage sur la lettre diplomatique qu'elle a dirigé et qu'elle a publié en 2018. L'acte crée ou confirme une situation juridique, la lettre a une vocation informative. Toutefois, celle-ci peut émaner d'une personne d'autorité agissant ex officio, peut être porteuse d'ordre ou de suggestion, c'est le cas des mandements, des indiculi du très haut Moyen-Âge, et donc s'inscrire dans le cadre de ce que l'on appelle volontiers l'écriture administrative. Dans le sillage des conceptions antiques, l'acte peut emprunter naturellement à la forme épistolaire des procédés et des éléments discursifs. Par exemple, le rapport à l'autographie, disons, le fameux Atalia Manu que l'on rencontre dans certains documents, la salutatio initiale et le salut final. Je mets ici, disons, pour illustrer ce propos, disons, le bénévaliat administratif du roi Thierry III, qui ressemble à deux gidouilles du père Ubu, si j'ose dire, l'une dans un sens, effectivement, qui est pour le B, et l'autre dans l'autre sens pour le UV de Val, plus exactement. Et à droite, ce bénévalité monogrammatique, disons, propre à la chancellerie pontificale, dont l'usage a été inauguré par Léon IX en 1049. Et ici, nous avons un très beau dessin, disons, enfin une très belle expression de ce bénévalité de 1096. Une époque, je dirais, du privilège classique, disons, grégorien classique. Alors, tout ce qui rend l'acte apte à revêtir le rôle de substitut de la personne est quelque chose qui est pris en compte, disons, et ça c'est hérité peut-être de l'épistolographie antique, tout cela peut être pris en compte par l'acte, la représentation du souverain, la représentation ou l'incorporation, disons, de certains attributs de l'autorité dans des signes extérieurs, le sceau, etc. Et puis, tout le monde sait que les actes étaient faits pour être lus à haute voix. Les actes, en tant que tacitus nuncius, en quelque sorte, redevenaient vivants par la lecture, la relecture, la recitatio publique faite, disons, faite en assemblée et publiquement, souvent. La forme épistolaire, moule l'acte et les diplomatistes utilisent le rapport à la forme épistolaire comme un gradient d'une évolution multiséculaire. Ainsi, l'acte carolingien s'éloigne un peu de la forme épistolaire avant ce retour en force du modèle épistolaire, du moule épistolaire, de son cadre au second Moyen-Âge et de manière irrépressible à partir des XIIe et XIIIe siècles. C'est l'époque de ce qu'on appellera les lettres patentes d'ailleurs, et les mandements qui sont des lettres royaux, comme on dit.
Par conséquent, disons, tout cet ensemble épistolaire est quelque chose qui cadre assez bien, disons, l'acte écrit et donc le document diplomatique. La lettre est cependant, comme l'a joliment dit Thomas Desvart, une enveloppe, évidemment c'est un beau jeu de mots, au contenu variable. Un tel caractère protéiforme pousse aussi les chercheurs, et je le cite, à surcatégoriser un méta-genre, sans jamais épuiser les possibles. Les contemporains n'étaient pas insensibles à ce caractère meuble de l'acte en forme de lettre. On le devine notamment quand ils tâtonnent à qualifier certains écrits, qui relèvent de la diplomatique pourtant, mais étaient difficiles à catégoriser. C'est ainsi qu'une charte épiscopale des années 660 se trouve ainsi qualifiée de façon hybride d'épistola cum privilegio, de privilegium également, de simple carta, selon les souscripteurs, ce qui prouve que des souscripteurs différents avaient une perception un petit peu différente de l'acte, et cela prouve bien quand même qu'il y avait des regards un peu divers. Donc, cela veut dire en tout cas que certains documents pouvaient présenter un double visage aux yeux de ceux qui le mettent en forme et le souscrivent. Je voudrais terminer par ce que j'appellerais l'infradiplomatique, l'infra ou le paradiplomatique. Le diplomatiste aime à catégoriser, et l'intérêt qu'il porte aux sources diplomatiques qui ne sont pas des actes écrits, c'est-à-dire tout document de gestion, censier, terrier, etc., attire les velléités taxonomiques, classer, nommer, et donc les difficultés afférentes. Mais le malaise est parfois plus aigu quand les pièces sous examen s'éloignent un peu trop des actes écrits, alors même qu'elles s'inscrivent, de loin ou de près, de front ou de biais, dans le périmètre de ce champ. Et je voudrais, pour terminer, donner 3 exemples. Alors, venez où ? Oui, je reviendrai là-dessus. Les authentiques de reliques. Ici, je vous donne quelques authentiques provenant de l'abbaye de Chelles, qui ont été redécouvertes en 1983, si mes souvenirs sont bons, et qui sont maintenant déposées aux archives nationales et qui remontent pour la plupart au 8e siècle, mais avec des écritures postérieures et des fragments d'actes. Évidemment, ce sont des étiquettes qui étaient associées aux reliques, des étiquettes qui pouvaient être portées soit par l'expéditeur de la relique, soit par le destinataire. Selon les cas, c'est parfois difficile à savoir. Cela intéresse, malgré l'absence de forme, cela intéresse le diplomatiste, notamment parce que ces authentiques de reliques sont en amont d'une chaîne d'évolution qui mène ensuite à certains certificats d'authentification de reliques, et on nous trouve finalement ici, on se trouve en présence d'un document qui, peu à peu, va se développer et prendre des contours beaucoup plus diplomatiques. Donc le diplomatiste ne peut pas se désintéresser de ce document, qui en plus est un document de l'activité pragmatique de ces bons moines ou de ces bonnes moniales, effectivement, qui accueillaient volontiers, de quoi rehausser le prestige de leur établissement. Ici, j'ai un autre infradiplomatique qui est troublant. Il s'agit ici d'une phrase donc, qui relate comment un certain Gauthier, Waltherus, disons, a donné une part de dîme sur l'autel de la Trinité de l'abbaye de Fécamp, et ensuite, on nous dit, d'une manière, dans un latin qui n'a rien de littéraire, nos absolvimus patra meius, nous avons absous son père Matthieu et Adélis, sa mère. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est une phrase qui se trouve dans un manuscrit de la Trinité de Fécamp, qui est un recueil de vies de saints. Et l'on pense qu'en fait, le fait de mettre cette information traduit une action juridique, c'est-à-dire une transaction qui a été sanctionnée peut-être par un serment, peut-être par un rite, ou le livre sur lequel se trouve portée
cette mention, disons, a trouvé place. Autrement dit, il est fort possible que nous soyons en présence d'un objet, d'un manuscrit, disons un recueil de vie de saints, qui servait d'objet transactionnel, disons, pour une cérémonie diplomatique. Ce qui expliquerait que l'on ait porté cette notice de manière, disons, très discrète, je dis. C'est une hypothèse qui peut trouver d'autres éléments de preuve de cette relation, effectivement, entre les écrits, enfin les œuvres et les codices d'études et les écrits diplomatiques. Enfin, dans le paradiplomatique, il y a aussi ces écrits troublants, les objets supports de la mémoire d'une transaction, comme ce couteau et ce bout de bois inscrits qui se trouvent aux archives, enfin la Bibliothèque nationale de France, et qui sont bien connus, et qui, disons, viennent de l'église de Paris, où il semble que la pratique était assez développée, car il y a d'autres témoignages attestant, disons, la fréquence de cette procédure. Donc ce sont des objets que j'appellerais volontiers des objets transactionnels. Très souvent, dans les récits, on nous raconte que la transaction a lieu par le couteau, de même qu'elle peut avoir par un livre, par un objet. Enfin, disons, on a des récits, de très beaux récits aussi, disons, de ce que j'appelle ces cérémonies diplomatiques. Ça peut être le fait du hasard. Apparemment, tout le monde a un couteau sur soi, disons, et les moines les premiers. Et donc, on utilise parfois le couteau, disons, de tel ou tel prieur ou de tel ou tel officier qui, disons, et le couteau va servir. On récupère le couteau par la suite, mais peut-être pas partout et dans tous les cas. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà des objets qui se trouvent aux limites, disons, de la diplomatique, aux limites, donc, je dirais, ce sont des documents, enfin, des objets qui appartiennent à la documentation diplomatique, mais qui, par leur forme, leur nature, leur état matériel, je dirais, sont un petit peu aux marges. Mais je serais bien triste si je devais, disons, ne pas m'en occuper tout de même. Je voudrais venir en conclusion. Quelques observations. Le champ de la diplomatique s'est défini autour d'une catégorie de sources, l'acte écrit, qui n'est pas, ou qui n'est pas seulement une catégorie artificielle de savants. Son extension aux documents d'archives ne modifie pas en substance sa vocation. Précisons que la notion d'acte écrit renvoie toujours à ce que j'appellerais un en-deçà ou un au-delà du texte. Et c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, que je voudrais souligner, c'est que le document est pour nous vraiment l'union du texte et de son support, et l'au-delà du texte ou l'en-deçà, c'est l'arrière-plan que constitue l'action juridique et finalement tout le processus qui a vu naître le document, qui l'a fait vivre et qui l'a fait parvenir jusqu'à nous. Donc la réception de l'acte fait partie aussi du regard, disons, que l'on porte sur lui. Deuxième observation, la diplomatique échappe donc, comme par définition, au clivage littéraire-non littéraire. La question du littéraire, qu'on l'envisage en tant qu'œuvre ou en tant que qualité ou style d'écriture, intervient assurément dans l'étude des sources diplomatiques, mais sans pour autant altérer ou affecter leur nature. Troisième observation, la diplomatique, et ça c'est en vous entendant que je fais cette observation, a la chance de naître fondamentalement, la diplomatique occidentale médiéviste, fondamentalement, elle n'est pas une science du fragment. Elle n'est pas non plus une science de la pièce isolée, de la pièce hors sol, dirait-on aujourd'hui, hors contexte. Par là, on peut dire qu'elle échappe, la diplomatique, aux affres que fait naître la nécessité de qualifier un lambeau textuel. Quatrième observation, la diplomatique a pourtant ses marges, ses zones d'ombre, du fait que le document est à la fois un objet, une forme, une teneur, un témoin, une trace. Et tout cela fait en sorte que ces différentes facettes mettent l'objet au confluent de regards qui proviennent de spécialistes de différentes disciplines. Dernière remarque, la catégorisation est un exercice salutaire, il oblige à repenser nos certitudes, c'est pour moi un exercice d'ascèse intellectuelle. Merci.